Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du décryptage de l'actualité sur SICA. Madame, Monsieur, au sommaire de cette émission, angle de vue de ce jour, l'audit réalisé par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption au Burkina Faso, qui épingle le gouvernement de transition de Michel Kafando et du général Isaac Yacouba Zida, de nombreuses irrégularités, notamment le recours abusif à l'entente directe pour les commandes publiques. Le rapport accuse également nommément l'ex-premier ministre de la Transition et 18 membres de son gouvernement de s'être fait attribuer des parcelles dans des quartiers chics du moins, en violation des tests. L'ex-premier ministre Zida est également soupçonné d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. Une série de situations embarrassantes qui nous amènent à nous demander ce que fera l'actuel président Marc-Christian Kaboré du rapport de ce taudis qu'il a commandité. Nous ferons le débat dans cette émission avec nos invités. Notre deuxième sujet du jour nous emmène en République démocratique du Congo où l'opposant Étienne Wamulumba Tshisekedi a annoncé son retour imminent pour participer au dialogue politique dans son pays. Suivra-t-il l'opposition dans sa lutte ou rejoindra-t-il le président Joseph Kabila pour une place au soleil? Nous reviendrons sur le sujet avec nos invités. Enfin, nous irons au Mali. Malgré l'accord de paix de juin 2015, les violences persistent dans le nord du pays. On enregistre tous les jours des prises d'otages et des morts de soldats dans cette partie du Mali. À quoi sert alors l'accord de paix signé en juin 2015 entre le gouvernement et les ex-rebelles? C'est une préoccupation qui sera également discutée dans cette émission. Mais en attendant de lancer le débat, Madame, Monsieur, je vous propose de suivre ici un récapitulatif de l'actualité sur le continent africain. C'est le Flash. Au Gabon, l'Union sacrée pour la patrie, un regroupement d'opposants et de leaders de la société civile a demandé au président Ali Bongo de retirer sa candidature à la prochaine élection présidentielle dans un délai d'une semaine, à défaut de démissionner la semaine qui suivra. Sinon, il sera destitué par l'Assemblée nationale ou par un soulèvement populaire. Le gouvernement a estimé que l'opposition est dans la blague et n'a aujourd'hui pas de projet pour la présidentielle à venir. En République démocratique du Congo, la dynamique de l'opposition, l'une des principales plateformes politiques opposées à un troisième mandat du président Joseph Kabila, a appelé dimanche à Kinshasa la population à accentuer la pression sur le régime pour la tenue de la présidentielle avant la fin de l'année. Cette rencontre s'est tenue en marge de la commémoration du 32e anniversaire de l'ouverture du pays au multipartisme. Les Équato-Guinéens étaient aux urnes dimanche pour une présidentielle qui devrait voir la réélection sans coup férir de Teodoro Obiang-Nguema au pouvoir depuis 1979 face à 6 candidats se réclamant d'une opposition muselée par le régime. Selon la procédure équato-guinéenne, les électeurs ne déposent pas eux-mêmes leur bulletin dans l'urne, mais le confient au président du bureau qui se charge de le glisser dans l'urne. Le décryptage de ce jour se fera avec des confrères de la presse. Médéric François Gongo est journaliste. Il est le fondé du quotidien Actu Express qui paraît au Bénin. Médéric François Gongo, bonjour et bienvenue sur le plateau de SICA. Bonjour Joël, bonjour à mes téléspectateurs. Mon deuxième invité est également journaliste, donc Lamabalo. Il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Il est sur ce plateau pour participer au décryptage des sujets du jour. Donc Lamabalo, bonjour, merci d'accepter notre invitation. Bonjour Joël, bonjour Médéric, bonjour également à tous les téléspectateurs. Voilà Madame, Monsieur, c'était donc la présentation de nos deux invités. Le débat, ce sera juste après cette virgule. Notre premier sujet de ce jour porte sur le Burkina Faso, où l'audit réalisé par l'autorité supérieure de contrôle de l'État, d'État du moins, c'est de lutte contre la corruption, a épinglé le gouvernement de transition. Le rapport accuse également et nommément l'ex-premier ministre de la Transition et 18 membres de son gouvernement de s'être fait attribuer des parcelles dans un quartier chic de Ouaga en violation des textes. L'ex-premier ministre est également soupçonné d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. Alors, Médéric François Gongo, au regard de l'image du moins ce que projetait ce gouvernement, le gouvernement de Michel Kafando et du général Isaac Zida, est-ce qu'on pouvait s'attendre à de pareilles conclusions à l'issue d'un audit? Les mauvaises habitudes ont la peau dure, dit-on souvent. Et le temps relativement court que le gouvernement de transition avait ne pouvait pas la mener de manière approfondie
à changer les habitudes, les mauvaises habitudes, tant au niveau des exécutants qu'au niveau des agents de conception, tout simplement des membres de l'équipe gouvernementale. Il est à rappeler que cette enquête, ces audits, ont été bel et bien voulus par l'ancien Premier ministre Zida, et après cela a été accepté par le président en fonction et son Premier ministre. Une équipe a été mise sur pied, une équipe dirigée par des incorruptibles, dit-on, sur le place. professeur Marius Ibriga. Voilà, des incorruptibles, dit-on, sur place. Cette équipe a eu à travailler. Avec des méthodes unanimement acceptées par tous et avec des résultats qui donnent la preuve évidente que toutes les pratiques qui ont eu cours lors de la transition n'étaient pas des pratiques sans reproche. Même si, à l'évidence, la même commission en arrive à la conclusion tout simplement que malgré qu'il y ait eu beaucoup de dérives, malgré qu'il y ait eu beaucoup d'exagérations et d'essais, par rapport au passé, la situation n'était pas tellement décadente. L'un dans l'autre, c'est que, je le disais dès le début, les vieilles habitudes ont la peau dure, et même si l'on s'appelle Zida, même si l'on s'appelle Kafando, même si l'on a hérité d'un régime de désastre et de corruption exacerbée, l'on ne pouvait pas du jour au lendemain aller vers l'extrême. Maintenant, là, on parle de marché gré à gré. Exactement. Et ça ne peut se faire sans l'accord du ministre ou du Premier ministre. Voilà, exactement. Et ils se sont réclamés d'être des incorruptibles. C'était le nouveau pouvoir, le nouveau régime. Donc, ils devaient quand même donner l'exemple. Il n'y a pas d'excuse lorsqu'on parle de malversation. Il n'y a pas d'excuse possible, il n'y a pas de prétexte possible, il n'y a pas d'alibi qu'on pouvait avancer pour tenter de justifier un acte attesté être en porte-à-faux avec l'orthodoxie établie en matière de gestion. Mais dans le cas de figure, la prestance avec laquelle, l'accélération avec laquelle l'on est allé, on sait que demain vont commencer les travaux d'une rencontre de dialogue, on parle de dialogue citoyen. On sait également qu'il y a quelque envie de la part du général Zida qui s'est réfugié avec toute sa famille, appelons-le, au Canada, et qui devrait, comme on le dit, rentrer et répondre de ses actes. On sait également que la situation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sous la transition, notamment entre les deux anciens amis, Zida qui avait formé et armé la rébellion, entre-temps dirigée par Guillaume Soro, qui s'est retourné contre lui suite à ce qu'il appelle intersection de cet appel, de cette conversation entre le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et l'ancien ministre des Affaires étrangères, je veux parler de M. Bassolé. Je crois bel et bien que c'est vrai qu'il y a des exagérations, c'est vrai qu'il y a mauvaise gestion, mais c'est également vrai que l'accélération, c'est également vrai que les envies présidentialistes du côté du palais de Kossam de l'ancien Premier ministre pourraient amener le président de la République actuelle à jouer sur plusieurs tableaux. Donner l'élan, donner le top qui veut bel et bien aller vers la bonne gouvernance, mais également essayer de contenir les ambitions légitimes et légales de quelqu'un qui s'est retrouvé dans une position enviable à un moment donné et qui pouvait avoir légitimement des ambitions présidentielles. Alors, si je comprends bien ce que vous dites, vous voulez dire que l'actuel président sera embarrassé s'il faut continuer ou non les recommandations de ce rapport, c'est ce que vous voulez dire? Non, vous pensez qu'il ira jusqu'au bout? Il ira jusqu'au bout. Il y aura des enquêtes judiciaires par la suite. Évidemment, dans la géopolitique, dans la stabilité géostratégique géopolitique de la sous-région, le Burkina difficilement peut vivre sans la Côte d'Ivoire. Le fait d'avoir voulu interpeller à travers ce mandat d'arrêt international qui avait causé quelques frissons au président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Le fait de tenter de mettre à mal les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le fait d'avoir des ambitions légitimes, le fait de se trouver en position où on pouvait fédérer quelques ardeurs, amène systématiquement le président en fonction à voir à travers l'ancien général, l'ancien Premier ministre, un adversaire de taille, et il pouvait jouer sur deux tableaux, comme je l'ai dit, donner la preuve évidente qu'il veut aller vers la moralisation de la vie publique, et ainsi donner un signal fort à ses partisans que si quelqu'un arrivait à mal faire, qu'il sera frappé par les tests en vigueur, mais également pousser son vis-à-vis, son challenger de 2020 dans ses derniers retranchements de manière à le gêner, à l'affaiblir. Ça pouvait avoir l'effet contraire. Nous allons revenir, pouvait jouer sur le plateau de l'auto-victimisation. Oui, mais l'audit a été fait par une instance indépendante.
Donc on ne peut pas dire qu'il y a peut-être des tentatives par rapport à 2020. Voilà, les indiscrétions faut être également de ce que, par exemple, par rapport aux affaires de terrain, que c'est la société en charge de la gestion des terrains qui aurait accordé quelques largesses. Hein, aux membres voilà autant de... Ils étaient venus justement pour éviter ce genre de situation. Ils auraient pu refuser. Nous allons prendre l'avis de Donklam très rapidement. Donklam Ambalo, alors un audit qui épingle le général Isaac Yacouba Zida, celui-là qui a été porté comme un héros par la jeunesse burkinabé. Est-ce que vous attendiez à ce résultat? Il a été porté comme un héros, vous l'avez dit, mais finalement, il a quitté le pouvoir dans les conditions que vous savez. Et non, donc, ils ont organisé les élections. Oui, mais dans les conditions... quitté dignement. Non, mais écoutez, il y a eu beaucoup de choses avant qu'il ne puisse quitter le pouvoir. Et à un moment donné, nous avons même fait une analyse sur ce plateau. Nous nous sommes même posé la question de savoir si le gouvernement de transition avait vraiment envie de quitter les choses. Donc, ne me dites pas qu'il est parti avec il est parti quand même après les élections. Il y a eu des élections. Oui. Alors, moi, je suis déçu. Je suis déçu, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que c'est la caractéristique fondamentale de la plupart des gouvernements africains. Lorsque les nôtres prennent le pouvoir, au lieu de servir les peuples, ils préfèrent se servir eux-mêmes. Et je crois que le général Zida et toute son équipe se sont servis. Voyez-vous, ils sont venus dans une période de transition. C'est vrai qu'il y avait des pratiques qui étaient dénoncées par ailleurs, mais c'est aussi vrai que le général Zida a perpétué quelques-unes de ces pratiques. La commission d'enquête qui a été mise sur pied a dit que bon, c'était pas aussi criard que sous l'ère de Compaoré. C'était pas sa mission. C'est un audit. Mais on ne peut pas comparer plusieurs années de gestion du pouvoir 28 ans de Compaoré à une année de gestion de transition de Zida. Ce qui est certain, c'est quoi? C'est que il y a eu quand même des pratiques peu orthodoxes. Et moi, je suis profondément déçu par ce genre de pratiques. Lorsque vous entendez que sur 6 ou 7 milliards de carburant et de lubrifiant, on a fait 632 ou 33 millions de dépenses injustifiées, vous vous posez mille et une questions. Lorsque vous apprenez que le Premier ministre et son épouse se sont octroyés des parcelles dans un quartier chic, vous ne pouvez pas dire que c'est une société qui le leur a octroyé, mais ils ont accepté eux aussi. Donc ça veut dire quoi? Ils auraient pu ça veut refuser. dire qu'ils sont complices. Et donc, il y a le coupable, ou bien il y a le corrompu et le corrupteur. Ce sont des situations qu'on peut dénoncer. La seule situation atténuante qu'on peut avoir, c'est peut-être de constater que c'est le général Zida lui-même qui a demandé qu'il y ait un audit, et donc une demande confirmée par le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré. Mais c'est peut-être la situation atténuante. Mais ça ne l'exclut pas. Tout ce qui a été fait. Je crois que le peuple burkinabé est donc au courant des actions du général Zida. Je crois même que la garde républicaine aujourd'hui aura raison, n'est-ce pas, de demander le départ du général Zida en son temps. En son temps. Oui, mais est-ce que quelque part on peut donner un quitus, on peut donner raison au général Zida, puisque on sait dans quelles conditions il a géré. Il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup d'urgences, beaucoup d'affaires à gérer. Donc mais quelque part on peut tolérer les gré à gré qui ont été. Comment voulez-vous donner raison à quelqu'un qui a... On était dans une situation d'urgence. Alors, une situation qui allait donc des procédures d'urgence. Non, on ne peut pas dire. Même s'il y a des procédures d'urgence, il y a des règles au niveau de lui et moi qui disent qu'il ne faut pas dépasser 15%. Oui, on était dans une transition. C'était une gestion exceptionnelle. On est jusqu'à 55%. Mais vous parlez de situation exceptionnelle. Je vous vois venir. Mais beaucoup de chefs d'État ou de dirigeants africains peuvent se reposer sur ce genre de situation exceptionnelle pour justifier des actes de prévarication. Ce n'est pas acceptable. Alors, je crois qu'il faut dénoncer avec la dernière vigueur et la dernière rigueur ce qui se passe là ou ce qui s'est passé au Burkina Faso et demander que le président aille jusqu'au bout de sa logique en interpellant le général Zida. Vous pensez qu'il ira jusqu'au bout? Je pense qu'il faut y aller. Il y aura des enquêtes. Il y a eu déjà un acte fort. Le général Zida avait été nommé ambassadeur, n'est-ce pas? Cette décision a été rapportée et donc c'est la preuve que le président burkinabé veut aller jusqu'au bout par rapport à certaines situations. Il ne sera pas embarrassé. Moi, je l'encourage à y aller. Non, pourquoi il doit être embarrassé? Oui, mais tout à l'heure, Médéric disait que ça pouvait être utilisé également comme moyen pour fragiliser un potentiel adversaire. Non, nous ne sommes pas dans une situation de fragilisation de qui que ce soit. Nous sommes devant des faits qui se sont avérés. Et puisque vous l'avez dit, les patrons de la commission d'enquête sont des personnes très intègres, selon ce que nous avons dit. Exactement. Luc Marius Ibriga. Et donc, il y a que nous pouvons remarquer une certaine impartialité par rapport aux conclusions de cette
commission d'enquête. Et moi, je pense que si Monsieur Marc Roch Christian Kaboré veut aller jusqu'au bout, il doit justement prouver sa bonne foi en interpellant ou en faisant interpeller par la justice les personnes incriminées dans cette affaire-là, et que cette personne vienne répondre. Peut-être que la commission a fait économie de vérité. Peut-être qu'il y a eu des erreurs. Exactement. Donc, ils viendront juste se justifier. La justice. Parce que rien ne prouve aujourd'hui qu'ils sont poursuivis ou bien qu'ils sont réellement responsables des faits dont on parle. Alors, Médéric François Gongo, est-ce que vous croyez vraiment que le président Kaboré ira jusqu'au bout dans cette affaire? Est-ce qu'il y aura des procès? Est-ce qu'il y aura des enquêtes? Oui, le président Kaboré ira jusqu'au bout. Je pense que suite au dépôt de la conclusion... Avec des risques que ça peut aussi rattraper de ses proches. Exactement. On ne sait jamais. Donc mon inquiétude, c'est d'abord au niveau de la période. Pourquoi a-t-on limité juste la période de transition? Pourquoi on n'est pas allé jusqu'à la période de Compaoré? Pourquoi on n'est pas allé jusqu'à la période de Compaoré pour voir un peu clair? Si tel était le cas, est-ce que le président en fonction serait exemple de reproche? Puisqu'il a participé au cœur du système, et ce n'est que quelques mois après la décadence, après la débâcle du régime Compaoré, qu'il a pris ses distances, il s'est retrouvé dans une peau neuve. Il a même fait preuve d'une présence un peu discrète au niveau des villes, et c'est au niveau des zones rurales qu'il a beaucoup plus scoré. Je crois, moi, là, qu'il va jouer sur deux tableaux. Il va jouer d'abord sur le tableau de la bonne gouvernance, donner la preuve de sa bonne foi aux populations du Burkina Faso, donner une alerte à ses sympathisants, à ses courtisans, à ses coquins, à ses copains, qui pouvaient penser que les mêmes pratiques pouvaient se perpétuer, et là, les amener à comprendre que s'ils arrivaient à commettre des actes délictueux, qui seraient les premiers à répondre. Mais de l'autre côté, ne l'oublions pas qu'il veut rassurer. Il veut rassurer les partenaires... les partenaires techniques et financiers. Non seulement techniques et financiers, mais les partenaires héréditaires du Burkina Faso, que sont les Ivoiriens. Que sont les Ivoiriens, ne l'oublions pas. Et puis, le fait fondamental, c'est qu'il ne veut pas que l'autre, l'image que l'autre s'est construite durant le temps, c'est d'ombre à son mandat. Il veut avoir la latitude d'être le chef, au-delà de la légalité, d'avoir la légitimité. Il veut que le mouvement qui a conduit à l'arrivée d'un nouveau système soit entièrement et complètement avec lui. C'est normal, mais c'est quand même normal et c'est humain qu'il en soit à vouloir couper les ailes rapidement et aller éventuellement vers l'éligibilité du général Zida. Il se pourrait que les décisions juridiques et judiciaires l'amènent à se trouver en position d'être disqualifié pour éventuellement... En 2020. Oui, mais tout à l'heure, vous l'aviez demandé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas étendu cette enquête à la période? Voilà une question. Non, moi, si vous permettez, par rapport à cette question, moi, je ne pense pas qu'il soit utile de remonter jusqu'à Blaise Compaoré par rapport à... Il y a eu également des faits, il y a eu des situations. Ce qui intéressait beaucoup plus dans la gestion de Blaise Compaoré, et qui a donc intéressé la plupart des médias africains, même occidentaux, c'est la question de Thomas Sankara. La question de l'assassinat de Thomas Sankara, la vérité sur l'affaire Sankara. Ce dossier suit son cours. Vous savez... Mais là, il s'agit d'un audit qui a essayé de voir comment le pays était géré sur le plan dans la période de la transition. Ils ont dans la période étendre un peu pour voir quelques... Il ne reviendrait pas, je pense, au président Marc Christian Roch Kaboré de remonter à la gestion de Blaise Compaoré. Moi, je pense que... Il aurait pu étendre l'audit sur 5 ans. Le général Zida aurait pu le faire, lui, pendant qu'il était là pour la transition, remonter à la gestion de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, quel est l'intérêt de remonter à la gestion de Blaise Compaoré lorsqu'on sait quelles sont les conditions qui sont offertes au président Compaoré en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, il est citoyen ivoirien. Il occupe de hautes fonctions à la présidence ivoirienne, et donc remonter à Blaise Compaoré serait encore entretenir une situation conflictuelle dans la sous-région. Je ne pense pas que cela soit intéressant pour l'évolution du Burkina Faso. Et aujourd'hui, voyez-vous, cet audit, comme nous le disions, a été commandité, a été voulu par Zida. Peut-être que Zida lui-même ne savait pas qu'il y avait autant de prévarications. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il y avait des choses. Tous ces cadavres. Mais il savait tout au moins qu'il a eu des parcelles dans la zone de Ouaga 2000. Il savait
tout au moins que il y a eu 55% de dépassement par rapport au quota de l'UEMOA, puisque c'est lui-même qui a dû autoriser de gré à gré certains marchés et tout le reste. Mais ce qui est certain également, et ça je le dis honnêtement, je ne sais pas si lorsque vous avez géré la chose publique, vous pouvez être complètement clean, comme on l'aurait souhaité. C'est vrai qu'on est forcément entaché. Maintenant, le problème, c'est le niveau, n'est-ce pas, des prévarications, c'est le niveau des détournements, c'est le niveau de la fraude. Et la Commission a même donné une réponse, hein, même si je ne suis pas particulièrement satisfait par rapport à cette réponse. La Commission nous a dit clairement que sous Compaoré, c'était plus criard que ce qu'on a remarqué sous le général Zida. Ce qui est certain, c'est quoi? Aujourd'hui, le Burkina Faso a la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir un nouvel espoir. Le Burkina Faso a la possibilité, n'est-ce pas, de profiter de la gestion de M. Kaboré. Pour moi, c'est très important. Mais également, il est important, si nous avons la possibilité de ramener le général Zida, ce n'est pas lui seul. Il y a 18 membres de son gouvernement. Ça veut dire que même le président Kafando est concerné. Eh bien, tous ceux qui ont pu tremper dans ça, à défaut, n'est-ce pas, d'être jugés, d'être condamnés, qu'ils remboursent au moins l'État burkinabé. Ce n'est pas exclu que ça se fasse. Nous allons évoluer. La dernière question très rapidement. François Gongo, à votre avis, quelle pourra être la réaction de la population burkinabé face à cette affaire, cette nouvelle affaire? Est-ce que nous sommes à la veille d'une nouvelle crise? Parce qu'il ne faut pas oublier, je l'ai dit tantôt, le général Zida a été porté comme un héros par la jeunesse. Est-ce que cela va entraîner des frustrations, des interprétations? Les réactions seront mitigées ou sont mitigées au niveau des Burkinabés. Certains pensent que le général Zida était un hypocrite, qui se faisait passer pour le plus propre des propres, mais qui aurait, comme tu l'as dit bien tout à l'heure, des cadavres dans ses placards. Mais le président en fonction surfe beaucoup plus sur la majorité relativement forte qu'il a portée au pouvoir déjà dès le premier tour pour conforter son pouvoir, et il a raison de le faire, mais également il veut donner le signal fort. Il veut donner le signal fort que les choses ne se passeront plus comme auparavant. Maintenant, il y a forcément une partie des Burkinabés qui sont des fans, qui sont des indécotables de Zida, qui l'ont soutenu, qui se sont offerts pour ce combat. Ils ne vont pas comprendre. Et c'est pour cela qu'il faut un travail. Et il faut de la transparence autour des opérations. Il ne faut pas qu'on entende certains propos qu'on a entendus la fois dernière lors de la conférence de presse que le président en fonction a donné à Bobo Dioulasso, où on avait l'impression qu'il s'en prenait particulièrement à celui qui est toujours perçu par une grande partie de la population burkinabé comme un héros. Il avait eu certains propos mal qualifiés un peu de diverses manières par certains Burkinabés. Je pense qu'il va falloir qu'ils se mettent complètement en retrait, permettre à la commission de peaufiner son rapport et permettre aux structures compétentes, habilitées, de poursuivre la procédure pour éventuellement disculper ou inculper ou mettre en débat. De régler, de payer la contrepartie ou qu'il y ait des opérations de saisine pour que cette situation n'envenime pas l'élan qu'on a constaté déjà au niveau du mouvement populaire. Donc là, la question de l'héroïsme, pour moi, n'est pas une question éternelle. Moi, je refuse de prendre ça comme un acquis. Monsieur Zida a été héros à un moment donné de l'histoire du Burkina Faso. Et même là encore, c'est le peuple burkinabé qui était héros. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez comment Monsieur Compaoré est parti du pouvoir, vous vous rendez compte que c'était la victoire du peuple du Burkina Faso, une victoire volée par les militaires. Je prends sur moi la responsabilité de le dire. Donc pour moi, Zida n'était pas un héros en tant que tel. Il a profité d'une situation conjoncturelle pour pouvoir se hisser à la tête du Burkina Faso. Il a fait le temps qu'il devait faire. Et puis aujourd'hui, lorsqu'il a quitté le pouvoir, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même certaines pratiques qui n'étaient pas tolérables et qui étaient des pratiques, n'est-ce pas, du camp Zida. Aujourd'hui, le peuple burkinabé ne peut demander que justice. Qu'est-ce qu'un peuple veut? Lorsque vous dirigez un peuple, le peuple veut savoir bien qui sont les dirigeants qui sont là. Le peuple veut avoir le pain, le peuple veut avoir la paix, le peuple veut avoir la sécurité, la jeunesse veut avoir l'emploi et tout ça. Si on tire trop sur cette affaire, est-ce que cela ne va pas créer une nouvelle crise? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je ne vois pas un peuple en train de soutenir un dirigeant qui a volé. Moi, pour moi, ça sort de tout entendement. Rien ne prouve pour l'instant. Aujourd'hui, il y a eu des détournements. Alors, on a juste dit qu'il y a eu beaucoup plus de gré à gré, comme
plus que ce qui était permis. Alors, qu'est-ce qui prouve que c'est gré à gré? Il y a eu de la surfacturation. Rien ne prouve qu'il y a eu surfacturation. Non, attention. Vous voulez quelle preuve encore? Il faut laisser le temps, justement, lorsque vous faites du gré à gré jusqu'à 55%, c'est la porte ouverte à tout ce qu'il y a comme corruption, comme collision d'intérêts, comme tout le reste. Ça là, on n'a même pas besoin de sortir de Harvard pour le savoir. Il faut laisser justement la justice faire son travail. Pour l'instant, c'est juste un audit qui dit qu'il y a eu... Non, quand vous dites juste un audit, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout part d'un audit. Et nous n'avons pas remis en doute les personnalités qui ont travaillé dans cette commission. Et donc, s'il y a une base minimum, il y a des constats qui ont été faits. C'est sur des documents qui ont été laissés. Et il y a eu même des documents, qui prouvent, enfin, il y a eu des dépenses injustifiées. Lorsque ce n'est pas justifié, vous mettez ça forcément sur le coup du détournement. Et donc ça, c'est une réalité. Je ne sais pas quelle preuve vous attendez. Moi, je souhaite simplement que, dans la mesure de ses possibilités, que le général Zida se mette à disposition pour répondre de ce qui lui est reproché. Si devant la justice, il est blanchi, eh bien, il en sortira grandi. Mais s'il n'est pas blanchi, il va devoir répondre de ses actes. Et le président du Burkina Faso a été élu aussi pour ça, pour régler les problèmes comme ceux posés par le général Zida et tous ceux qui l'accompagnaient à l'époque. Pour moi, c'est une affaire de justice. Aujourd'hui, le peuple du Burkina Faso a besoin que justice lui soit rendue. Merci, donc Lama Balo, merci Médéric François Gongo, Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre premier sujet de ce jour. Sans transition, nous lançons le second débat de ce jour qui nous emmène en République démocratique du Congo où l'opposant Étienne Wamulumba Tshisekedi a annoncé son retour imminent pour participer au dialogue politique dans son pays. Suivra-t-il l'opposition dans sa lutte ou rejoindra-t-il le président Joseph Kabila pour une place au soleil? Le débat, c'est après cette virgule. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Angle de Vue. Donc Lama Balo, Étienne Tshisekedi, donc, qui annonce son retour pour participer au dialogue dans son pays. Mais pour l'instant, il est vraiment resté flou sur sa position. Il veut participer au dialogue. Beaucoup ont parlé ces derniers temps des tentatives de rapprochement entre cet opposant historique et le président Joseph Kabila. Est-ce que vous le voyez aller vers le président Kabila ou rejoindre le rang de l'opposition qui demande le respect du délai constitutionnel? Merci beaucoup. Je pense qu'on est dans une distraction. On est complètement dans une distraction. Qui distraite? C'est Kabila ou tous les acteurs, notamment Étienne Tshisekedi. Moi, son retour ne me dit rien du tout. Ça ne me fait ni froid ni chaud. C'est quand même l'opposant qui a traversé tous les régimes, hein, l'opposant de tous les temps. Et c'est ça que vous encouragez, opposant historique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, en termes non, il finira par être président un jour. Vous savez, il faut militer longtemps dans l'opposition pour porter enfin le pouvoir. Non, c'est pour ça que je parle de distraction. Je parle de distraction simplement parce que on ne peut pas rester en dehors de son pays tout ce temps-là, se dire opposant et attendre la fin d'un mandat constitutionnel de l'actuel président. Il était absent pour des raisons de santé. Il était absent pour des raisons de santé. Bon, donc je vois que vous essayez de justifier l'absence de Étienne Tshisekedi, mais en réalité, moi, je trouve que c'est une distraction de plus. Parce que pour moi, le président Kabila ne devrait plus faire une minute de plus à la fin de son mandat présidentiel. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre personnellement cette idée de dialogue. Vous allez voir que on va tâtonner. Au niveau du camp au pouvoir, on arrive même à s'entendre sur le minimum et même sur les personnalités qui doivent aller à ce dialogue. Mais au niveau de l'opposition, il y a toujours la cacophonie. Jusqu'à présent, les opposants n'arrivent même pas à s'entendre réellement sur qui envoyer. La société civile également est en pleine cacophonie. Non, il y a une partie de l'opposition qui ne veut même pas de ce dialogue. Voilà, justement. Il dit il faut respecter les délais quand vous avez ce plateau, qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue-là? Moi, je n'attends rien personnellement. Il faut organiser les élections. C'est vrai que le temps est très court maintenant. Je ne sais pas si M. Kabila pourra quitter le pouvoir vraiment à la fin de son délai constitutionnel, mais c'est déjà une faute pour moi et il faut sanctionner cette faute-là. Donc le retour de oui, mais pour sanctionner, ça ne peut passer que par la voie des urnes. Mais pas et voilà qu'il n'y a pas d'élection. Oui, mais il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. Mais donc le gouvernement en place dit qu'il n'y a pas de moyens financiers. Oui, mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est quand même un problème? Est-ce que la Constitution, au niveau de leur pays, n'a pas prévu qu'en cas, n'est-ce pas, de dépassement de délai constitutionnel, en cas de vacances, en cas de vacances, toute constitution prévoit ça. Donc, quelle est cette idée de dialogue
qu'on veut maintenant agiter aujourd'hui? Et quel est ce retour de Tshisekedi que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre? Maintenant, vous me demandez s'il va renforcer le rang de l'opposition, ou bien il va aller du côté du président Kabila. S'il veut être logique envers lui-même et honnête envers lui-même, il doit continuer son combat que vous avez appelé historique, n'est-ce pas, de l'opposition. De l'opposition. Mais François Gongo, vous le voyez où, Étienne Tshisekedi? Je pense que la situation a évolué au niveau de Congo démocratique, où nous avions constaté hier, je crois, des mouvements à Goma et à Bukavu. À Kinshasa, à Lubumbashi, on a vu des mouvements. Cela prouve que Tshisekedi, depuis qu'il annonçait qu'il devrait venir et qu'il ne vient pas, risque de se voir voler la vedette de l'opposition. Nous avons une implosion au niveau de la mouvance présidentielle qui donne un pôle autour de Moïse Katumbi. Nous avons des dissidents légers qui trouvent qu'on pourrait aller vers le glissement vers un troisième mandat ipso facto pour permettre au président Kabila de rester. Nous avons des tentacules de pénétrer l'UDPS. On sait qu'il y avait eu quelques contacts entre des fils des fils politiques et des fils génétiques du patriarche. Et lorsque nous avons tous ces ingrédients, c'est très clair et net que ce retour annoncé depuis des mois, depuis des lustres, par des coups médiatiques, se retrouve être comme un pétard mouillé aujourd'hui. Un pétard mouillé puisque la situation évolue sans bien même que Etienne Tshisekedi soit là ou pas. Il a intérêt à vite rentrer pour ne pas laisser continuellement se voler la vedette par des opposants de fait à un système qu'ils ont contribué à installer, qui leur a permis de se faire du beurre, un système qui leur a permis... Des néo-opposants. Exactement. Et là, on se demande si la stratégie du président Kabila, un peu appuyée par le silence, par une sclérose diplomatique de la communauté internationale où nous voyons... La communauté internationale a demandé le respect du délai constitutionnel. Non, les Nations Unies ont exigé. La communauté internationale semble avoir une position réserve. Les États-Unis ont été clairs. Par rapport à le pouvoir. Évidemment, les États-Unis le diront toujours. Comme la France a mis en cause les élections au niveau du Congo de Brazzaville. Et pourtant, comme les États-Unis ont parlé de ce que, au niveau du Rwanda, les conditions minimales n'étaient pas respectées, comme ils en ont parlé également au niveau du Burundi, et pourtant, la situation géostratégique, la maîtrise de la situation au niveau de l'Est du continent, où nous avons des foyers, régulièrement des foyers de tension, oblige la communauté internationale à tabler sur un présent acceptable que un futur incertain. Donc, dans l'incertitude des lendemains, on préfère s'en tenir au présent relativement acceptable pour tous. Donc, je crois que l'on fait preuve, dans ce cas de figure, de la réelle politique qui amène la communauté internationale, de commun accord avec les firmes internationales, à surfer sur les divisions au niveau de l'opposition, sur les départs voulus ou non au niveau de la mouvance présidentielle pour qu'on aille vers un gentleman agreement au niveau des acteurs politiques. Que je crains exactement que Tshisekedi ne participe à cela, ne participe à ce qu'il y ait un colmatage, à ce qu'il y ait un rafistolage. Vous pensez qu'il vient pour légitimer de toute façon, un troisième mandat? De toute façon, là où il est, il est en train de perdre du poids de la bête. Et il va falloir, même s'il revient, redoubler d'ardeur pour reprendre le contrôle de la situation. Alors, quelle porte de sortie voyez-vous pour cette crise au Congo? Je crois qu'au niveau du Congo, il va falloir respecter les délais constitutionnels. Voilà qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. Les moyens existent toujours lorsqu'on voit tout ce que la communauté internationale met en place. C'est vrai que le Congo est un véritable sous-continent. C'est vrai que le Congo est traversé par plusieurs fuseaux horaires. Mais c'est également vrai qu'on a eu organisé les dernières élections au niveau des régions, et qu'il n'y a pas eu tellement de difficultés. Et si on veut, la démocratie n'a pas de prix. La démocratie de type libéral coûte cher, mais il faut
y aller. Donc et pour le vous, Congo, il faut les élections nécessaires. Le Congo, Kinshasa, ne manque pas de moyens. Le Congo est solvable. Les ressources minières peuvent permettre au Congo d'avoir 10 000, 20 000, 30 000 fois. À votre avis, le pouvoir actuel ne fait que du dilatoire. C'est du dilatoire. On veut gagner du temps pour permettre à Kabila. Donc là, Mabalo, quelle porte de sortie vous voyez? Je suis entièrement d'accord. Le président Kabila n'a pas la volonté d'organiser les élections. Aujourd'hui, on ne peut pas dire... Non, il n'a pas la volonté parce que tout part de la volonté, n'est-ce pas? Lorsque vous avez la volonté, vous trouvez les moyens pour mettre en œuvre votre politique. Et donc, s'il n'y a pas la volonté, il n'y a aucune possibilité d'avoir les moyens. Je suis d'accord avec Médéric qu'aujourd'hui, le Congo est quand même un pays riche. Et pour la plupart du temps, en Afrique, ce sont les partenaires techniques et financiers qui financent les élections. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, ces partenaires sont disponibles, oui ou non, pour financer les élections? La réponse est oui, puisque vous savez très bien que mais au-delà des finances, il y a le problème de la sécurité. Réclame les élections. Il pose le problème de l'instabilité. Alors, tout se passe comme si le président Kabila ne savait pas qu'il venait à la fin de son mandat. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre personnellement. Les chefs d'État africains savent très bien qu'ils vont à la fin de leur mandat et qu'ils ont tout leur mandat pour préparer une élection. Si c'est des moyens qu'on veut pour faire des élections, chaque année, on doit pouvoir, dans le budget, mettre de côté ce qu'il faut pour organiser les élections. Donc, à partir de ce constat, moi, je vais tirer la conclusion qu'il n'y avait pas la volonté d'organiser les élections. Maintenant, si le Congo démocratique nous amène à une situation de vide juridique, la Constitution a prévu forcément ce qu'il faut faire. Maintenant, si on pense à un dialogue, il faut que ce dialogue s'organise dans les conditions les plus idoines pour que chacun puisse y participer et dire quelque chose. En tout état de cause, moi je pense que même si on nous conduit vers le dialogue, et ça c'est visiblement ce qui se fait, le président Kabila ne doit plus avoir un troisième mandat. C'est-à-dire qu'au bout du rouleau, on doit s'entendre sur une période de transition pour que le pouvoir de transition puisse organiser des élections et non faire comme on a fait au Burkina Faso, c'est-à-dire un pouvoir de transition qui vient s'en mettre plein les poches. Oui, mais vous savez ce que ça donne les transitions. Oui, mais de transition en transition, il finira par faire un troisième mandat. Si on est obligé, non pas lui, lorsqu'on parle de transition, c'est pas forcément avec le président Kabila. Il va exiger rester en tête sera un gouvernement d'unité nationale. Oui, mais qui dit vous pensez que Katoumbi, ministre d'État, il va vouloir mettre en place le ancien ami très proche du président Kabila, aujourd'hui ennemi numéro 1 du président Kabila. Il a également des ambitions présidentielles et il a les moyens, n'est-ce pas? Mais l'ère Kabila doit normalement être refermée. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et pour la partition de Étienne Tshisekedi, il aurait pu rester là où il était, simplement. Merci donc, Mabalo. Merci, Médéric François Gongo. Ce sera tout pour notre deuxième débat de ce jour. Un nouveau point de l'actualité sur le continent africain. C'est le Flash. Au Gabon, l'Union sacrée pour la patrie, un regroupement d'opposants et de leaders de la société civile a demandé au président Ali Bongo de retirer sa candidature à la prochaine élection présidentielle dans un délai d'une semaine, à défaut de démissionner la semaine qui suivra. Sinon, il sera destitué par l'Assemblée nationale ou par un soulèvement populaire. Le gouvernement a estimé que l'opposition est dans la blague et n'a aujourd'hui pas de projet pour la présidentielle à venir. En République démocratique du Congo, la dynamique de l'opposition, l'une des principales plateformes politiques opposées à un troisième mandat du président Joseph Kabila, a appelé dimanche à Kinshasa la population à accentuer la pression sur le régime pour la tenue de la présidentielle avant la fin de l'année. Cette rencontre s'est tenue en marge de la commémoration du 32e anniversaire de l'ouverture du pays au multipartisme. Les Équato-Guinéens étaient aux urnes dimanche pour une présidentielle qui devrait voir la réélection sans coup férir de Teodoro Obiang-Nguema au pouvoir depuis 1979 face à 6 candidats se réclamant d'une opposition muselée par le régime. Selon la procédure équato-guinéenne, les électeurs ne déposent pas eux-mêmes leur bulletin dans l'urne, mais le confient au président du bureau qui se charge de le glisser dans l'urne. La suite de ce débat, à présent sur Sika au Mali, malgré l'accord de paix de juin 2015. Les violences persistent dans le nord du pays. On enregistre toujours des prises d'otages et des morts de soldats dans ce pays. À quoi servent alors les accords de paix successifs? Le dernier date de juin 2015 entre le gouvernement et les ex-rebelles. Le débat, c'est après cette virgule. Cette émission se poursuit avec mes invités. J'ai sur ce plateau 2 journalistes, Médéric François Gongo du quotidien Actu Express et Donklam Abalo de la Radio Soleil FM. Médéric François Gongo, malgré l'accord de paix de juin 2015, on note toujours des prises d'otages et des tueries dans le nord du Mali.
Comment est-ce que vous vous expliquez cette situation, cette tension, cette violence qui perdure? Vous savez, lorsqu'on mène une guerre contre des personnes qui n'ont pas de visage, qui ont une philosophie et qui sont dirigées par des narcotrafiquants et certaines personnes qui tirent la ficelle de leur côté dans toutes les situations, on en arrive à des incertitudes comme on le constate aujourd'hui à Kidal, où au nom d'une revendication suite à la tuerie de deux de leurs soldats, des femmes, des mouvements auraient été mis en exergue pour manifester, occuper le tarmac de l'aéroport qui permet de desservir cette région, au vu au sud de tout le monde, tant au niveau des forces d'interposition africaines que des forces internationales dirigées par les Français en partie. Je crois que dans le cas de figure, la situation est à un point de non-retour. Est-ce que l'on va accepter ne pas complètement redéployer les forces au niveau de cette partie du pays? Est-ce que l'on va refuser de faire comprendre au monsieur de l'Azawad qu'il n'est pas possible d'avoir un État dans un État? Oui, mais est-ce que vous pensez vraiment que ce sont les ex-rebelles qui sont à la base de ces violences? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Il n'y a pas quelque chose qui se cache dans le désert malien qui entretient ces violences? Non, je pense que ou bien ce sont les ex-rebelles qui sont en partie dirigés par des narcotrafiquants, ou bien ce sont des mouvements isolés. Et dans les deux cas, c'est qu'ils doivent être informés. Mais le détonateur principal, c'est qu'il y a tuerie en leur sein, il paraît. Des femmes, on les a vues, on a vu même l'une des femmes de les principaux responsables. Hein, on l'a vu dans le mouvement, elle ne s'est pas cachée. Donc c'est clair et net qu'on défie de ce côté-là la communauté internationale. On va continuer de défier et on va exporter. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons pour défier la communauté internationale? Est-ce que les richesses du sous-sol malien ne servent pas, ne sont pas des arguments pour entretenir le flou dans cette zone, quelque part? Non, mais c'est vrai qu'au niveau de cette région du Mali, on parle du pétrole. Du pétrole, on parle éventuellement des réserves d'or, c'est vrai. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Oui, c'est vrai, c'est aussi vrai. Mais n'oublions pas que suite à la chute de Kadhafi, nous avions eu une avalanche des armes et des armes de guerre, des munitions de guerre. Et nous avions eu beaucoup de ténors islamistes qui ont migré vers cette partie désertique du continent, et on le voit régulièrement, des incursions que nous constatons tant au niveau du Niger qu'au niveau d'autres pays du continent sont de leur fait. Donc je crois qu'il y a comme un État dans un État. Et on condamne encore l'ancien président Mani Touré. Je crois qu'on devrait même le faire comparaître au niveau... Le débat a lieu actuellement. Est-ce qu'il faut poursuivre ou non? Oui, la majorité des Maliens pensent bel et bien qu'on doit le poursuivre. On pense qu'il avait laissé la situation perdurer sciemment. On pense qu'il n'avait pas fait ce qu'il devrait faire au moment où il devrait le faire. Il aurait permis à ceux-là, à ces narcotrafiquants, à ces islamistes d'autres époques, parce que fondamentalement ce n'est pas la religion, puisque la religion, si ce n'est que la religion, aucune religion ne demande qu'on tue. Même si le djihad existe, dans le cas de figure, c'est pas évident. Qu'on tue jusqu'à mettre en cause les vestiges de la culture musulmane, comme on l'a constaté à Tombouctou, comme on l'a constaté à Mopti, comme on l'a constaté dans plusieurs villes du Mali, je crois bel et bien qu'il faut que la communauté internationale arrête de jouer trop aux parents doués pour aller très vite. Donc là, Mabalo, alors, qu'est-ce qui peut motiver justement la violence qui perdure, cette violence qui perdure dans le nord Mali? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons cachées? Pour une première fois, je vais être défaitiste. Défaitiste simplement parce que quand j'observe la situation au nord du Mali, ce n'est pas le premier accord de paix. On en a eu avant. Il y a eu plusieurs accords de paix. Et on se rend compte que ces accords de paix sont beaucoup plus une compilation d'intentions pieuses, de vœux pieux, une compilation de manifestations de foi et tout le reste. Mais sur le terrain, rien n'y fit. Les choses évoluent, les attaques viennent de ça et là. Et donc, on se retrouve dans une situation de ni guerre, ni paix. Voilà. Donc, c'est un embrouillamini total. Et ce ferait que quand c'est comme ça, qu'on ait une pensée pour toute
toutes les personnes qui meurent. Très récemment, les soldats français qui ont également perdu leur vie dans ce il y a eu les soldats français, il y a eu les soldats maliens. Voilà. Et donc, chaque jour, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je ne sais pas... pas... La dernière fois, c'était des travailleurs de la Croix-Rouge qui avaient été... Quand nous avons un tableau comme ça, nous, ici, en direct d'un plateau de télévision, nous ne pouvons pas prédire l'avenir dans cette zone-là. On a simplement à s'en remettre à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, mais certains pensent que la richesse sous-sol, le sous-sol malien... Mais c'est ce que tout le monde dit, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement au Mali qu'il y a des richesses du sous-sol. Et donc, si oui, les causes des richesses du sous-sol sont là, il y a sûrement d'autres causes. Aujourd'hui, le défi pour moi, et ça je le pense réellement, c'est d'éviter que les rebelles ne gagnent du terrain jusqu'à venir même aux portes de Bamako, parce que le débat s'est posé entre-temps. Et quand on voit même au Mali les terroristes qui sont en train de faire des actions aussi à Bamako et environ, on se pose énormément de questions par rapport à la stabilité dans cette région-là. Je ne sais pas si ça va être difficile, si ça va être facile de trouver une solution, mais comme Médéric le dit, lorsque vous ne savez pas qui est votre adversaire, qui est votre ennemi, vous déployez très difficilement des stratégies de guerre. Nous allons espérer simplement que, au moins, qu'on ait une situation stable, tout au moins c'est ce qu'on peut souhaiter dans le nord du Mali. Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir par rapport à ça. Merci. Mais pour finir, si vous le permettez, rien n'est impuni. Moi, je pense que rien n'est impuni. Vous avez vu aujourd'hui au Burundi, on a ouvert une enquête préliminaire sur les cas d'exaction au Burundi. Peut-être qu'hier, on ne pensait pas que ce serait possible d'en arriver là. Aujourd'hui, nous en sommes là et je crois que les choses vont se démêler dans ce pays-là. J'espère qu'au Mali également, les choses vont se démêler. C'est sûr. Merci. Donc, la Mavalo, merci. Médéric François Gongo, Madame, Monsieur, c'était votre émission Angle de vue consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Très bonne suite de programmes sur Sika et sur notre site internet www.sikatv.info.